Alors, sans plus tarder, on rentre un peu plus dans le vif du sujet, avec deux présentations qui vont se suivre de la part de Guillaume Garino. Guillaume qui est docteur en informatique euh, depuis décembre, qui a soutenu sa thèse. La dernière fois qu'on a écouté Guillaume, il n'était pas encore docteur. Et maintenant, après 6 mois de travaux de recherche au sein de notre équipe en tant qu'ingénieur recherche, ben, il va vous présenter probablement ce qui s'est passé depuis la dernière fois, avec un petit peu un héritage de ces 3 années de recherche. Bonjour à tous. Donc oui, donc le thème de la journée, c'était une nouvelle courbe en S pour trises augmentées. Donc moi, ça va être une sous-partie, c'est une nouvelle courbe en S pour le graphe de problème augmenté. Et donc en particulier, je vais vous parler un peu de comment on peut essayer de construire un graphe de problème de façon la plus automatisée possible et à partir de données multisources, donc brevets, articles scientifiques, voire encore d'autres sources comme les articles web, etc. Donc, dans un premier temps, je vais revenir juste sur la fondation, ce que c'est le graphe de problème, que pas tout le monde est encore au clair là-dessus. Et derrière, je vais enchaîner par un peu l'historique, puisque moi, maintenant, comme Denis vient de le dire, ça fait presque 4 ans que je travaille sur ces thématiques-là. Pendant ma thèse, déjà, j'étais sur le graphe de problème, mais plus axé contradiction. Et donc là, on passe sur une nouvelle étape qui est un graphe de problème complet et unique. Donc dans TRIZ, enfin, je ne vais pas redéfinir TRIZ, mais ce qui va m'intéresser moi, c'est le fait que finalement, on puisse comparer les couples problème-solution de tous les domaines. Et si on peut les comparer, ça veut dire que non seulement on peut s'inspirer de problèmes d'autres domaines pour résoudre des problématiques d'un domaine spécifique, mais aussi ça veut dire qu'on peut traiter les problèmes de la même façon, et on peut également les formaliser de telle façon que peu importe leur source, que ce soit un article ou un brevet, on puisse les stocker de la même façon. Traditionnellement, dans TRIZ, donc version matrice, on part d'un problème spécifique dans un domaine, et le but, ça va être de le formuler sous forme générique, donc grâce à la contradiction. Contradiction, c'est j'arrive à améliorer un paramètre d'évaluation, mais j'ai un autre paramètre d'évaluation qui est dégradé. Et cette formulation générique va nous permettre d'utiliser des outils donc, comme la matrice pour trouver des solutions génériques, les principes inventifs, qui derrière peuvent nous permettre de trouver des nouvelles solutions innovantes dans notre domaine en interprétant ces principes inventifs. La conception inventive donc, se base sur TRIZ, donc forcément ça va ressembler. Il y a 3 étapes principales. Et la première étape, ça va être la construction du graphe de problème. Alors, pourquoi on construit un graphe de problème? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est essayer de trouver la contradiction la plus intéressante à résoudre. Et le graphe de problème, c'est un peu l'état de l'art de ce qui existe par rapport à notre système qu'on étudie, les problèmes qu'on rencontre, les solutions déjà existantes, et est-ce que ces solutions créent de nouveaux problèmes, etc. Et ça va nous permettre d'identifier un certain nombre de contradictions inhérentes au système. Derrière, la question c'est, il faut encore sélectionner la bonne à résoudre. Et donc là, avec un certain nombre de critères, donc ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on va sélectionner la bonne contradiction, et ensuite, on va s'attaquer à la résolution de la contradiction. Et donc, c'est ce même processus qui sera décliné dans nos softwares, y compris Finder. Alors, le graphe de problème, à quoi ça ressemble? Donc, ça va être un ensemble de problèmes et de solutions partielles. Donc typiquement, on va avoir donc, en rouge les problèmes, en bleu les solutions partielles. Un problème en rouge va pouvoir être réglé par une solution partielle en bleu. Alors oui, j'ai pris un exemple d'une session d'Arbour. Mais comme on est dans un monde pas parfait, et ben, ces solutions vont également entraîner d'autres problèmes. Et à chaque fois qu'on va avoir un enchaînement d'un problème, solution partielle, problème, on va potentiellement avoir une contradiction qui va apparaître. Et à chacun de ces problèmes derrière, on va pouvoir associer un paramètre d'évaluation pour
bien formuler vraiment les contradictions avec les paramètres d'évaluation. Alors le problème avec ce graphe, c'est que, actuellement, la plupart du temps, il est construit avec les experts et avec leur connaissance du domaine. Donc oui, les experts ont un certain nombre de connaissances, certainement presque toutes, mais on n'est jamais sûr qu'ils n'oublient pas quelque chose. Et aussi, il y a la question du temps. C'est extrêmement long de construire un graphe de problème complet, pardon, et on ne sait pas quand est-ce qu'on doit s'arrêter. Donc l'idée, ça va être, est-ce qu'on peut se servir de l'IA pour aider à la construction ou carrément construire automatiquement le graphe? Donc maintenant, je vais passer à un peu un résumé très rapide des travaux que j'ai menés jusque-là, et ensuite je vous montrerai ce qui va arriver par la suite. Donc au départ, moi, je m'étais lancé sur rechercher directement les contradictions dans des brevets. Donc le but, c'était au lieu de passer par on crée notre graphe de problème, on extrait les contradictions, on a choisi. Mon but, c'était de donner directement une liste de contradictions. J'avais un processus en 2 étapes, donc je faisais du résumé automatique, je prenais un brevet en entrée, j'extrayais les phrases qui étaient censées contenir les paramètres de la contradiction, et derrière, j'extrayais ces paramètres. Donc à ce moment-là, je me basais uniquement sur l'état de l'art du brevet, puisque c'est normalement dans l'état de l'art qu'on va pouvoir voir, les solutions existantes et leurs problèmes, et mettre en évidence des contradictions rencontrées par l'état de l'art. Ce 1er modèle, heu, donc qui était imparfait, mais qui, permettait quand même de mettre en évidence, pas mal de contradictions dans des domaines très variés, on l'avait intégré dans un 1er software, qui était mon démonstrateur de thèse, qui s'appelait Summatrix. Par la suite, j'avais amélioré le modèle, notamment avec de l'apprentissage semi-supervisé. Le but, c'était d'avoir un modèle plus rapide, qui consomme moins de ressources, mais également qui rajoute une dépendance entre le choix des phrases et l'extraction des paramètres. Parce que dans les versions précédentes, on pouvait extraire des phrases sans être sûr qu'il y aurait des paramètres dedans, ce qui n'est pas forcément l'idéal, puisque nous, ce qu'on veut, c'est finalement des paramètres d'évaluation pour formuler nos contradictions. Et c'est ce modèle-là qui est, actuellement dans le logiciel, Finder sur la plateforme IDist. J'avais également montré que, ce modèle fonctionnait relativement bien, puisqu'avec 10 brevets, donc là, bon, je vais pas zoomer, c'est pas forcément très important, c'était juste pour avoir l'idée. J'avais fait un cas d'étude, rapide sur les trottinettes, et en fait, j'avais montré qu'avec seulement 10 brevets, j'arrivais à retrouver, plus de la moitié du graphe qui avait été construit à la main sur les trottinettes. Et en plus, j'arrivais également à trouver des informations qui étaient pas et qui semblaient intéressantes. Donc, la conclusion de ce travail, c'était qu'on avait quelque chose qui marchait, mais on avait encore quelques problèmes. Et en particulier, je vais vous faire tout de suite un petit exemple. Donc, je vous passe le reste de l'étude, mais là, l'idée, c'est juste de vous montrer ce que c'était la sortie, de mon algorithme. On prenait un document et on avait en sortie, 2 problèmes qui étaient censés, contenir les paramètres de la contradiction. Donc première partie de contradiction qui contient le paramètre qui est censé être amélioré, et deuxième partie de contradiction, le paramètre qui est censé être dégradé. Alors si on lit, souvent on va se dire: «Ah oui, effectivement c'est possible, ça ressemble à une contradiction». Donc là par exemple, c'est le dossier qui n'est pas très stable, donc on va le fixer d'une autre manière, mais derrière il faut beaucoup plus de force pour changer l'inclinaison. Le problème, c'est que si nous, on fournit une liste de contradictions comme ça à un ingénieur, il faut qu'on soit capable de justifier qu'effectivement c'est une contradiction, pour pas lancer des fausses pistes. Donc on a un vrai problème d'explicabilité des résultats. Le deuxième gros problème que j'ai rencontré, c'est que plus on analyse de brevets, plus on a notre liste de graphes qui augmente. Parce que, étant donné qu'on a un graphe par document, ça fait beaucoup de graphes et beaucoup d'informations à lire. Donc,
l'idée maintenant, ça va être de réfléchir ça va être de réfléchir à comment résoudre cette problématique. Donc si on résume, on a 3 grosses problématiques. La première problématique, c'est l'explicabilité. Comment est-ce que je peux expliquer à l'utilisateur qu'effectivement c'est une contradiction, ce qu'on a mis en évidence? Pour ça, on va s'attaquer à la construction d'un graphe sémantique, bas niveau. Donc le but du graphe sémantique, c'est relier des concepts avec des relations qui comportent le sens des mots et des phrases. Le but de construire le graphe sémantique, c'est de, à partir d'une conclusion macro sur un graphe, pour pouvoir revenir plus en détail sur qu'est-ce qui a entraîné que potentiellement ces deux paramètres sont en contradiction. On avait un problème sur la taille du graphe. Donc là, le but, ça va être de trouver un moyen de regrouper tous ces petits graphes qu'on avait. Et on avait comme pour tout type de problème en fouille de données, il y a le problème de l'exhaustivité. Et donc là, le but, ça va être de passer d'un algo qui tournait que sur des brevets à un algo qui va tourner sur plusieurs types de documents, dont les articles scientifiques. Alors, je vais commencer par vous parler d'un peu comment sera constitué le graphe, et ensuite je vous montrerai un exemple. Alors, les principaux types de nœuds, bon, sans surprise, on va retrouver des paramètres. Donc, que ce soit paramètres d'évaluation, paramètres d'action, et également, il y a les valeurs des paramètres d'action qui sont très importantes pour formuler les contradictions. On va aussi faire la distinction entre des PE qu'on va directement trouver dans le texte, ou des avantages ou problèmes. Donc la distinction qu'on fait, c'est quand c'est mesurable, on va directement dire que c'est un paramètre d'évaluation. Quand c'est pas mesurable, on va juste le taguer comme avantage ou problème. Les solutions partielles, donc on garde finalement la trame d'un graphe de problème normal. On va juste couper en plusieurs concepts la solution partielle. Est-ce que la solution partielle a un nom? Est-ce qu'elle a un objectif? Par exemple, ajouter une roue, c'est un objectif. Un élément technique, donc la roue, c'est un élément technique. Est-ce qu'il y a une référence? Donc, telle solution partielle est présentée dans tel brevet ou tel article. Comme ça permettra de faciliter la vérification des informations. Et donc, ces solutions partielles, on va toujours les trouver dans l'état de l'art. Ce qu'on va rajouter, c'est en plus le concept de solution, parce que donc, un brevet va présenter une nouvelle solution, qui va être dans les claims en général. Et pareil, un article scientifique peut présenter une nouvelle solution. Ce n'est pas toujours le cas. Et dans ce cas-là, quand ça vient soit de l'abstract ou des claims ou de la conclusion de l'article scientifique, on va taguer comme solution. Et donc pareil, même distinction, le nom de la solution, l'objectif de la solution, et les éléments techniques qui permettent de réaliser la solution. Ces différents nœuds, on va vouloir les lier. Donc quels sont les types de relations qui nous intéressent dans TRIZ? Eh ben, on va avoir des relations d'influence positive, négative, indéterminées s'il n'y a pas les détails qu'on cherche dans le texte. Donc, typiquement, une solution partielle va avoir une influence positive sur un paramètre d'évaluation, mais une influence négative sur un autre paramètre d'évaluation. Un exemple ici, donc si par exemple, on veut augmenter la stabilité d'un vélo, on peut ajouter une roue. Donc, dans ce cas-là, effectivement, le vélo il est plus stable, ça devient un tricycle. Mais on perd également en manœuvrabilité. Donc on a notre solution partielle, qui est ici un objectif, qui va avoir une influence positive sur un PE et une influence négative sur un autre PE. Et cette solution partielle, elle va être décrite dans un brevet, donc on peut également attacher à cette solution partielle la référence. Donc derrière, on va avoir un certain nombre de relations annexes, donc pour relier l'objectif à l'élément technique qui permet de réaliser l'objectif, pour relier la solution partielle au PA, le PA à sa valeur, etc. Et la relation qui va le plus nous intéresser là-dedans, ça va être aussi la relation de contradiction. Donc là où, dans mes travaux précédents,
je faisais l'hypothèse que dans tous les cas, dans un document, on allait pouvoir trouver la contradiction qui est résolue par la solution qui est présentée dans le brevet. Je n'étais pas encore sur les articles scientifiques, mais donc j'avais cette hypothèse-là que dans tous les cas, il y aurait une contradiction. Là, maintenant, étant donné qu'on est sur un graphe sémantique de bas niveau, il n'y a plus cette obligation. Par contre, quand elle existe, c'est-à-dire quand on est capable de comprendre que la solution présentée dans ce brevet ou dans cet article va permettre de résoudre une contradiction, là, on va pouvoir également la mettre en évidence dans le graphe. Alors, pour la question de la simplification et de la fusion des différents graphes qui viennent des différents documents et types de documents. On va avoir une approche pareil, en 2 étapes. Donc la première étape, ça va être de modéliser des relations identiques à. Alors ça paraît assez facile comme ça. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit de le faire dans un réseau de neurones. Mais donc, bon, de façon assez basique, j'ai un exemple juste en dessous. Si on a par exemple un endroit du texte manœuvrabilité et un autre endroit ou même dans un autre document faculté à tourner, il va falloir qu'on soit capable de relier ces 2 concepts avec cette relation identique à. Le but, ça va être aussi d'apporter des informations sur les solutions partielles et où elles sont situées sur le système. Parce que souvent, on va modifier le système, pas forcément toujours au même endroit. Et c'est pour ça qu'on va rajouter des nœuds supplémentaires permettant de dire finalement le concepteur s'est attaqué à quelle partie du système pour donner sa solution. Donc là, par exemple, on est sur un système vélo qui comporte une roue, et au niveau d'une roue, il y a une solution, c'est en ajouter une. Alors, petit exemple d'un graphe. Donc ça, c'est un graphe qui a été construit à la main. Et donc là, ça parle de couteau. Et en gros, ce qu'on va voir, donc je vais essayer de zoomer un peu, c'est que finalement, il va y avoir 2 types de couteaux réutilisables, ceux qui ont une lame qui est fixe et ceux qui ont une lame qui est rétractable. Et donc, ceux qui ont une lame rétractable, ils vont avoir le problème que la lame, elle est toujours accessible et que du coup, il y a un problème de sécurité. Mais en contrepartie, la précision de montage de la lame est assurée puisqu'elle est fixe. Alors que sur les couteaux à lame rétractable, on va avoir donc une sécurité, mais par contre, on va avoir une imprécision sur la position de la lame. Et là, en voyant ça, en fait, avec le graphe au complet, on est capable de vérifier qu'effectivement, ça donne du sens. Alors que si j'avais, donc dans ma version précédente, donné directement en fait ces 2 nœuds-là avec une relation de contradiction, on n'aurait pas été capable de dire ah oui, effectivement, c'est vrai, parce qu'on n'aurait pas eu toute la réflexion qui est derrière pour arriver à la contradiction. Donc le but, c'est faire ça. Alors, donc là, c'est un travail qui a commencé en février, donc là, c'est les tout débuts. Donc on a déjà posé le problème et maintenant on s'attaque à la partie réalisation. Pour réaliser ça, il faut construire un modèle qui est capable d'extraire ces graphes. Et pour extraire les graphes, eh ben, on va devoir entraîner un réseau de neurones en lui montrant plein d'exemples de graphes. Donc c'est pour ça que je travaille avec des étudiants de l'INSA, donc 3e et 4e année, dont 2 sont ici, et qui d'ailleurs sont germaniques. L'idée, ça va être d'annoter 2000 documents, 1000 brevets et 1000 articles scientifiques en créant des graphes à la main. C'est une tâche qui est ultra complexe, qui demande beaucoup d'interprétation, et donc c'est certainement le dataset le plus complexe qui ait jamais été créé pour TRIZ. Et même sur cette tâche-là de graphe sémantique, c'est certainement un des plus complexes dans le monde. Donc le process est en cours. Il y a actuellement donc, 300 brevets et 400 articles scientifiques qui ont déjà été annotés. Et donc derrière, il va falloir il va falloir construire le modèle. Donc le modèle, un peu comme tous les modèles en fouille de données, on va passer par une étape d'encodage. Donc le but, ça va être prendre une série de mots, donc des phrases, des documents d'entrée, transformer ces mots, ces phrases sous forme de représentations vectorielles qui contiennent le sens des mots, et derrière, avec
des matrices de corrélation, on va essayer de trouver des relations entre les mots ou entre les concepts. Alors, donc ce qui reste à faire, donc c'est évidemment donc de finir d'annoter d'abord, d'apprendre et de valider les modèles et derrière, l'idée ça va être aussi de pré-traiter l'intégralité des documents auxquels on peut avoir accès. Parce que finalement, l'avantage de ce graphe sémantique, c'est qu'on peut extraire l'intégralité des informations intéressantes pour TRIZ dans l'article ou le brevet. C'est-à-dire que si on les pré-traite, on sait que derrière, finalement, on en a presque plus besoin, puisqu'on a tout déjà dans notre base de données. Donc le but, ça va être créer une base de données de documents pré-traités. Alors la question de l'interdisciplinarité, c'est une question qui revient souvent. Alors moi, c'est pas forcément mon cœur de métier, puisque moi, je suis plus là sur extraire les informations qui vont nous servir pour de problèmes. Mais l'idée, c'est que la base de données qu'on va construire, on peut la construire avec certains outils, comme, alors peut-être que vous connaissez Neo4j, donc c'est l'outil qui avait permis, il me semble que c'était les Panama Papers, ça avait mis en évidence les relations qui ont permis de découvrir l'affaire des Panama Papers. Et donc ça, c'est le genre de base de données sémantique qui peuvent faire apparaître des liens étonnants entre des inventions qui viennent pas forcément du même domaine. Et une fois qu'on a pré-traité tous ces documents et mis dans les bases, l'idée c'est que, en fonction derrière du besoin et du système étudié, on va pouvoir à la volée fusionner les graphes qui nous intéressent et qui sont potentiellement liés à ce problème-là pour créer un graphe unique. Voilà, merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, je suis disponible. Merci Guillaume. Avant qu'on passe à la présentation d'Ilias, est-ce qu'il y a des questions, des réflexions? Si vous arrivez à vous rapprocher d'un micro ou parler assez fort. Oui, Sébastien. merci. Moi, je travaillais juste sur la notion d'annotation et comprendre l'effort que ça demande. Ah bah alors je peux retourner à la question aux étudiants. Là, on va pouvoir même les entendre sur ce sujet-là. Donc Émile et Marc sont étudiants en 3e année, Deutsch INSA, donc ils font un double diplôme, tu ne me trompes pas, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, avec l'université de d'Offenbourg. Ouais. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est l'annotation, c'est vrai que c'est contenu par texte, problémique. Ça dépend beaucoup des articles. Mais je trouve là où la complexité de la tâche, c'est surtout dans le fait de l'interprétation. Selon le texte, selon la personne, surtout parce qu'il y a 6 annotations différentes. L'interprétation ne va pas toujours être la même. Et du coup, ça va être difficile de donner une base de données homogène. Du coup, on se coordonne sur ça. On utilise la même façon de penser. C'est sûr que là, c'est la tâche. Mais au niveau de la c'est fastidieux et long. Et l'idée, ça va aussi être. Ouais. L'idée, c'est aussi que moi, à l'avance, enfin, comme je connaissais ces problématiques, en fait, j'ai écrit un guide détaillé d'annotation pour justement réduire ces incertitudes-là. Maintenant, on se rend compte que même avec une bonne page d'instruction, il y a toujours des endroits où il y a quand même une certaine part d'interprétation. Tous les textes sont différents, sont structurés différemment. Donc à chaque texte, en fait, on découvre de nouveaux problèmes. Et c'est vrai que c'est pas Bon, c'est un travail ingrat, c'est vrai, mais en fait, la lecture d'un texte et la compréhension d'un texte qui reste un texte dans des domaines de l'ingénierie, bah, ça peut constituer un exercice d'apprentissage qui va au-delà de la simple annotation. Parce qu'il y a un exercice justement de compréhension intellectuelle, à la fois du mécanisme méthodologique qu'on veut leur faire reproduire, mais aussi d'une réelle compréhension d'un sujet technique évoqué dans le document, qui n'est pas forcément un de leurs domaines techniques, parce qu'ils ont tous un domaine de spécialité,
Et forcément, le document qu'ils vont lire ne va pas toucher le cœur de leur expertise. Donc ça, c'est un effort de compréhension, de synthèse, qui est pas simple du tout. Je me souviens les avoir vus aller et venir dans la salle de réunion et Guillaume avoir redonné des consignes, corrigé et fait évoluer tout ça, et ça a permis d'avancer. Maintenant, je pense que les travaux sont sur de bons rails, En pas fait, encore au bout. En fait, les modèles sont déjà là, c'est juste que maintenant, il faut que j'attende d'avoir assez de données pour pouvoir vraiment les entraîner et pour pouvoir tester. J'ai déjà fait tout le travail d'état de l'art sur quel modèle on peut utiliser, j'ai déjà sélectionné les bons, ils sont déjà implémentés, ils sont déjà débuggés. Maintenant, ce qui me manque, c'est juste les données, c'est tout. Et pour les partenaires de la chaire, verdict quand la fonction sera implémentée dans Finder.